Bonjour monsieur, ça va? C'est quoi? On est suspendu. T'étais suspendu suite à quoi? Bah, moi, le seul problème que j'ai eu, c'est que j'avais été contrôlé positif au stupes. C'est tout. Hein. Positif au stup? Vous travaillez pour qui? Voilà, pour l'instant, là, je vais récupérer le camion et je ramène mes affaires à la déchetterie. Ah, c'est pour amener les affaires à la déchetterie? Quand on se positionne ici, en moins de tous les 3-4 voitures, il y a un défaut de permis ou une suspension ou une annulation de permis. C'est systématique. Que ce soit en ville ou à la campagne, c'est comme ça. Hein. Mais c'est tous les profils. Hein. Je vous dis, ça peut être du père de famille aux jeunes de cité, ou ça touche tout le monde. Hein. L'an dernier, plus de 120 000 défauts de permis ont été constatés en France. C'est un contrôle de police, vous coupez le moteur du véhicule. Présentez le permis de conduire et les papiers du véhicule. Vous avez 0 points, monsieur. Vous avez plus de points sur votre permis. La conduite sans permis est punie d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le double en cas de récidive. Pourtant, la sanction n'est pas dissuasive. Surveillez vos points parce que ça peut aller très vite. Hein. Ok. Il serait près de 800 000 automobilistes à conduire sans permis, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. Plus 54% en moins de 10 ans. Là, j'entends la sirène de la police. Voilà, ils sont juste derrière moi, là, ça me stresse grave. Ils sont juste derrière, là. Regarde. Oh là 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 là. Cela fait presque 2 ans qu'Abdel vit comme un fugitif. Ah là, mon cœur, il bat, là. Oh là là. Chef d'entreprise dans l'événementiel, il passe minimum 6 heures par jour au volant. Abdel a renoncé à l'achat d'une voiture sans permis, incompatible avec son activité professionnelle. Il dit ne pas avoir trouvé d'autre solution. On travaille toujours en déplacement, des chantiers, il faut transporter les gars, il faut transporter du matériel avec quoi on travaille et tout. On ne peut pas trimballer avec ça dans le transport. Je ne peux pas perdre un chantier à cause des points, ou bien de mon permis. Son permis a été annulé suite à une série de petites infractions, notamment des excès de vitesse, inférieurs à 10 km/h. Les ronds-points qui sont cachés comme ça, ah là, ça me stresse grave. Là. Sa plus grande hantise, l'accident. Des accidents comme ça, matériels, ça va, on arrive à régler le problème, de payer, de s'arranger, de refaire la voiture, de réparer les voitures pour eux. Mais c'est quand il s'agit des trucs corporels comme les trottinettes, les vélos et tout ça, là, c'est... Là, bonjour les dégâts. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre le conducteur et lui demander de payer les dommages et intérêts aux victimes. Abdel le sait, il n'a donc pas le droit à l'erreur. Là, je fais attention à tout. Les clignotants, le portable interdit. Avant, je tiens pas le volant comme ça, on s'amuse, on s'en fout. Mais maintenant, il faut que je tienne le volant bien droit. Tous les gestes qu'on zappe avant, on s'en foutait. Maintenant, ça devient un rituel. Ce genre de truc, avant, je le faisais. Le dépassement, la bande d'arrêt d'urgence. Et maintenant, non, je peux plus. Hein. C'est pas grave, je mets 20 minutes de plus, mais c'est pas grave. Même la façon de s'habiller, il faut la changer. Quand ils te voient en survêt et tout ça, ils nous soupçonnent tout le temps. C'est là qu'on se fait arrêter. Maintenant, il faut que je m'habille tout le temps classe et tout. Bien rasé, pour montrer comme quoi on n'est pas vraiment délinquant. La perte de son permis a surtout eu l'effet d'une déflagration sur sa vie de famille. Abdel est papa d'une petite Lila, 6 ans. Ça va? Bisous, papa. Nadia, sa femme, est mère au foyer. Suite à une méningite contractée à l'âge d'1 an, Lila est devenue hémiplégique. Maman, elle a fait des cakes. Son handicap nécessite qu'elle se déplace uniquement en voiture. Ce n'est jamais Abdel qui conduit, même pour les trajets les plus basiques. Tu veux que c'est papa qui vienne te chercher à l'école? J'ai pas de permis. J'ai peur qu'il y ait la police là-bas. C'est ça. Il faut que papa qui vienne me chercher à l'école. Tout le temps. Elle réclame tout le temps ça. Elle dit pourquoi il y a les enfants, des fois c'est leur papa qui les dépose, qui les récupère. Ça me touche. Elle se prive
sans papa. Hein. Tous les rendez-vous, surtout sur Paris, à Necker et tout, je peux pas. J'ai peur qu'il va se passer quelque chose, ou bien surtout sur un contrôle, elle va paniquer. Puis elle a des crises d'épilepsie, hein, parce que... voilà. Et c'est ça que j'ai peur. J'arrive plus maintenant à l'emmener. Non. Heureusement, Nadia, sa femme, a toujours son permis. Et ses 12 points. Je fais tout moi-même. Courses, les contrôles, ces rendez-vous. Et je gère mes rendez-vous. Je peux bouger entre 9h et 11h. Le matin, je dois déposer à 11h45, je dois la récupérer. Ça veut dire le temps pour moi, si j'ai un rendez-vous, par exemple, il y a un retard, je peux plus. Ça y est, je peux plus compter sur lui. Comme une mère célibataire. Je sers à rien. Sans permis, non, je suis pas utile. C'est un fardeau très lourd pour elle. Un fardeau pour sa femme et un risque considérable pour Abdel. En conduisant sans permis, il s'expose à une peine de prison. En 2020, plus de 40 000 condamnations ont été prononcées, allant de la simple amende jusqu'à l'emprisonnement. À 45 ans, Raoul fait partie de ces automobilistes lourdement condamnés. Récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Ce père de famille célibataire a été condamné à 10 mois de prison pour conduite sans permis en récidive. Une peine aménagée avec bracelet électronique. C'est quand j'ai fait appel. Testé plusieurs fois positif au cannabis, Raoul a perdu son permis il y a 3 ans. J'avoue sincèrement que là, oui, j'ai fait une grave erreur et que je mérite une sanction par rapport à ça, car j'ai fumé 1 heure avant de prendre le volant. À sa condamnation s'ajoutent plus de 7 000 € d'amende et de frais de justice. Ça m'a mis une sacrée claque au niveau financier. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on vous retire votre permis, on vous retire soit votre travail ou la possibilité d'aller travailler, comment vous allez payer vos amendes si vous ne travaillez plus, si vous n'avez plus de boulot et que vous ne pouvez plus aller le chercher? En fait, on vous fait rentrer dans un cercle et vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Mais après, j'assume complètement ce que j'ai fait et j'assume les sanctions. Même si je les trouve excessives, abusives, voilà. Sans emploi, Raoul vit des 500 € du RSA. Malgré sa condamnation, Raoul continue de prendre le volant, nous dit-il, quand c'est indispensable. Donc là, du coup, je passe déjà par là, parce que normalement, ils sont toujours postés au carrefour là-bas. Je vais un petit peu me dépêcher parce qu'on ne sait jamais. Ce jour-là, il va récupérer son fils au collège. Il n'y a pas d'autre choix car il termine à 1 heure où il n'y a plus le ramassage scolaire. Il y a 10 km à peu près. Et même qu'il le fasse en vélo, c'est très dangereux. C'est une route de campagne, il y a beaucoup de camions qui passent. Et les gens se permettent de rouler à des vitesses excessives. Je préfère prendre le risque de prendre la voiture, mais au moins je suis sûr qu'il est en sécurité. Raoul n'a que 5 minutes de trajet. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi le plus tôt possible. Là, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'ai surtout peur de me faire arrêter. J'ai surtout peur de ça. Par un simple contrôle banal qui peut se transformer en prison. Voilà, donc là je suis au collège de mon fils. Raoul a la garde exclusive de son fils Rémi, 13 ans. L'adolescent sait tout des déboires de son père. J'ai bien passé la journée? Oui. Bisous. Pour optimiser sa seule sortie de la journée, un stop s'impose, à 100 mètres de là. Je vais que à ce supermarché-là, car l'autre qui est moins cher, il est à l'autre bout de la ville. Et du coup, ça me fait prendre encore 2 fois plus de risques si je vais à l'autre bout de la ville. Vous faites des courses là où c'est le moins dangereux pour vous.
Les céréales, ça reste toujours? Non, c'est bon, il m'en reste toujours. Raoul avait pour habitude de faire ses courses au jour le jour. C'est de l'avance et puis on en prend 4 et après, ça m'évite au moins de revenir tous les jours chercher le pain. On a de très bons congélateurs à la campagne, donc congélateur. Avant de quitter le magasin, toujours les mêmes questions. C'est bon pour toi? Oui, c'est bien. Il manque rien à la maison? Non, rien. Fourniture scolaire, Non, tout ça? bon. Tout est ok? Tout est ok. T'es sûr? Sûr et certain. Parce qu'on revient pas, hein? Oui. Donc c'est bon? Sûr et certain. Bon, bah là, on est parti. Voilà, donc quand on arrive ici, je suis soulagé. Je me dis, enfin, je suis à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire et enfin, je vais pouvoir souffler et ne pas stresser. Un soulagement pour Raoul, mais pas pour Rémi. L'adolescent a dû arrêter d'aller à son club de football, situé à 20 minutes en voiture de leur domicile. C'est pénible parce que tous mes amis, leurs parents peuvent les emmener où ils veulent. Et moi, j'aimerais bien que ce soit normal. Tu en veux à ton papa? Non, je l'en veux pas. Je vais pas dire c'est pas de sa faute parce que si, mais il essaye de faire son maximum. Après, c'est pas facile pour lui aussi. Du coup, bah non, je lui en veux pas. Vous vous sentez coupable, vous, de lui imposer cette situation? Ah bah absolument, absolument. Un enfant, il a pas à subir les conneries que ses parents font. Je le prive dans une situation où c'est là où il a le plus besoin. Et moi, à part le renfermer à la maison, on va plus se promener, par exemple, aller à la pêche comme on pouvait aller, ou aller au cinéma, à la piscine. Non, ouais. Vous voyez, rien que de vous en parler, j'ai quasiment les larmes aux yeux, quoi. Parce que ça me fait chier pour lui. T'as besoin d'un coup de main? Pour récupérer son permis, Raoul doit repasser le code, ainsi que des tests psychotechniques et une visite médicale. Environ 500 € de frais, qu'il dit ne pas avoir les moyens de payer. Abdel, le chef d'entreprise dans l'événementiel, a lui choisi une autre option. Faire appel à un avocat spécialiste du droit routier. Maître Franck Cohen, 19 ans de métier, 2500 dossiers à son actif. La réputation d'être redoutable pour faire sauter les retraits de points de ses clients. Lorsqu'il s'agit par exemple de radar automatique, eh bien, nous allons demander la copie du cliché photographique qui, dans la grande majorité des cas, ne permet pas l'identification du conducteur. Lorsque l'on peut prouver que matériellement, eh bien, le conducteur n'est pas identifiable, on va pouvoir remettre en cause l'imputabilité de l'infraction. Lorsqu'une personne eh bien, a été flashée mais qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal de contravention, on va pouvoir là aussi contester le cas échéant l'amende même majorée en expliquant que finalement, en ne lui envoyant pas la contravention, la personne a été privée du droit de contester. Et c'est sur ce terrain-là, sur ces failles de procédure, que nous intervenons pour que les droits soient rétablis. Est-ce que récupérer ces points de cette manière, c'est pas un petit peu tricher avec les lois et jouer avec les lois ? Absolument pas. J'estime qu'on est sur un système qui ne fait que s'aggraver en réalité, puisque le nombre de contrôles augmente de plus en plus. On est sur un développement particulièrement important de la vidéoverbalisation, des radars tourelles. On est sur un système qui se veut de plus en plus répressif. J'en veux pour preuve également la réduction des limitations de vitesse à 30 km/h dans certains endroits, et notamment sur Paris, qui rendent, je dirais, l'aptitude à conserver son capital de points de plus en plus improbable. Je pense qu'il y a évidemment une volonté de faire baisser le nombre de morts sur les routes qui, évidemment, correspond à un enjeu de premier ordre. Mais je pense aussi, là aussi, que certaines répressions ont plus vocation à essayer de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de l'État. Après 1 an et demi de procédure, 2 000 € de frais d'avocat facturés à son client, Maître Cohen a une bonne nouvelle pour Abdel. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais stressé en prenant le volant, puisque je vous ai récupéré votre permis de conduire avec vos 12 points. C'est génial, ça. Oui, c'est... Non. C'est une bonne nouvelle, celle-là, maître. Ouais. C'est génial, ça.
C'est comme je sors de prison, là. Ma fille, elle doit être contente. Moi, j'ai le droit d'y aller, de la récupérer à l'école. Demain matin, déjà, de première heure, je vais la ramener à 8 heures. Le gouvernement envisage de supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Il y en a un qui me colle vraiment au cul, là. Là, regarde les appels de phare. Vous avez vu les appels de phare, là? Il veut que je dépasse celui de devant, et puis que lui dépasse tout le monde, et puis... Francis et Arlette ne sont jamais rassurés quand ils empruntent la Nationale 4. Il y a 2 ans, le jour de Noël, le couple de retraités rentrait du restaurant. Francis respectait la limitation de vitesse, 80 km/h. On arrivait, direction Paris, là, tout près d'ici, à 50 mètres. Et... c'est pas lourd. Et donc, une voiture s'est déportée sur sa gauche. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu un gros boom. Et on a fait 2-3 tours avec le véhicule. Et on s'est retrouvés sur le bas-côté. Vous avez eu beaucoup de chance? Heureuse, beaucoup de chance. Ouais. Ah oui, bah, moi, on se sent miraculé, hein, c'est vrai. Francis et Arlette s'en sortent avec quelques égratignures, malgré un choc extrêmement violent. Leur véhicule est projeté dans le champ, la portière arrachée. Dans la voiture qui suivait, un couple et ses enfants s'en sortent aussi miraculeusement. Le conducteur qui les a percutés se serait endormi. Il n'avait pas bu d'alcool, Francis non plus. Sur cette portion de la Nationale 4, le moindre écart peut être fatal. C'est vrai que s'il y avait un terre-plein, ça limiterait la casse aussi, quoi. Ça vous rassure pas, là, d'être là? Non, c'est vrai que s'il y en a un qui fait un écart, eh ben on évite... Non, c'est pas rassurant. Cette partie de la Nationale 4, en Seine-et-Marne, est l'une des routes les plus dangereuses de France. Un accident en moyenne par semaine, et depuis le début de l'année, déjà 1 mort et 4 blessés. À sa création, la RN4 permettait les échanges de fret entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, sa partie en Seine-et-Marne est saturée entre les banlieusards qui travaillent à Paris et les poids lourds. Il y a bien juste à côté une autoroute, mais pour éviter 35 € de péage et un détour de 60 km, les transporteurs se rabattent sur la nationale. 20 000 véhicules jour, 1 sur 2 est un poids lourd. Un axe sous haute tension de seulement 69 km, qui en 10 ans a fait 30 morts et 249 blessés. Des accidents le plus souvent dus à une vitesse excessive. 7h30, les banlieusards se rendent au travail à Paris. Un créneau très accidentogène, pendant lequel les gendarmes renforcent leur contrôle. Ces motards ont été alertés par un de leurs collègues aux jumelles d'un gros excès de vitesse. Bonjour monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît? Le conducteur roulait à 145 km/h au lieu de 90. Mathieu, inspecteur technique dans le BTP, fait la même route chaque jour. 50 km pour se rendre à son travail. Ouais, 139 à 1 km h près. Quelle est l'origine de votre excès de vitesse? En retard. En retard. C'est un retrait de permis parce que c'est à une vitesse de plus de 40 km/h. Vous avez consommé de l'alcool? Mathieu est obligé d'appeler son épouse pour qu'elle vienne récupérer sa voiture. Vous estimez votre comportement dangereux ou pas aujourd'hui? Oui, ça peut être dangereux, non c'est clair, c'est clair. C'est une partie à 90, ça peut être dangereux rouler à ces vitesses-là, surtout avec les autres usagers qui roulent à d'autres vitesses. Voilà. Mathieu devrait récupérer son permis d'ici 6 mois. En à peine 2 heures, 29 personnes vont être contrôlées à plus de 110 km/h au lieu de 90.
Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez donner votre moteur, s'il vous plaît, de retirer votre casque. Alors, les écouteurs. Ça, c'est interdit. Je suis prudent, mon moto. Donc, Vous avez été contrôlé à 135 km/h au lieu de 90. Voilà. Voilà. Et vous avez des oreillettes. Donc c'est un retrait de permis. Depuis 2020, la double infraction vitesse plus téléphone entraîne une suspension immédiate du permis de conduire. Le motard tente de négocier. regardez mon historique, vous verrez qu'il faut discuter un petit peu avec moi là. Laissez-nous juste discuter. J'ai envie de mourir là. Depuis le début de l'année, sur notre zone, nous avons 5 tués. C'est dur quand même. Pour moi, c'est dur. Pour nos camarades qui vont sur les accidents ou les pompiers qui vont sur les accidents qui constatent des morts, c'est désolé, c'est dur aussi pour eux. Mais si nous ne faisons pas ce travail-là, nous ne réduirons pas le nombre de morts sur la route. Ça sent le cannabis dans la voiture. Et pour le dernier contrôle de la matinée, Non, là ça sent beaucoup là. Non, ça sent d'ici. On va fouiller. Là vous sentez un permis le cannabis. Non, oui, là, il y a quelqu'un qui fume avec moi tout à l'heure, là, il y a 10 minutes. On va faire le test. Il y a un liseré rouge. Vous frottez sur votre corps jusqu'à ce que ça disparaisse. Ah, vous connaissez? Oui, bien sûr. le test détecte le cannabis jusqu'à 10 heures après la dernière consommation. La fouille du véhicule va confirmer les doutes des gendarmes. Donc là en fait on a récupéré un restant de joint en fait. Il était vraiment entre le siège et la porte, ça sent énormément. On peut croire qu'il a fumé au volant. Vous voyez des traits de partout sauf sur le THC, on est d'accord? Ouais. Donc là ça veut dire que vous êtes positif au cannabis, d'accord? Positif au cannabis, excès de vitesse de plus de 20 km/h, pas de ceinture. Et pour couronner le tout... Et le permis là il est 0,0 invalide. Votre permis il est annulé en fait, c'est pour ça que vous ne l'avez pas récupéré. Comment ça? Ah, c'est pas bon là. Vous vous rendez compte que le comportement que vous avez peut être dangereux? Il n'y a rien de dangereux. Je serais passé à 140 avec un joint au bec peut-être, mais là... Là, vous n'avez pas fumé ce matin? Non, pas ce matin, hier soir. Hier, dans la journée. Ce conducteur risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il repart libre, mais sans voiture. Elle sera immobilisée 1 semaine en fourrière. Le comportement des conducteurs n'est pas le seul problème sur la RN4. Sur un tronçon de 35 km en Seine-et-Marne, la route passe d'une 2 fois 2 voies sécurisées avec terre-plein central à une route ressemblant à n'importe quel départemental de campagne. Très étroite, où les camions se croisent à quelques centimètres. Envahie de nids de poules et très accidentogène. Sur les bas-côtés, une dizaine de plaques rendent hommage aux victimes. Les glissières de sécurité ne sont même plus réparées, tellement les accidents sont nombreux. Et sur cette portion, 3 villages coupés en 2 par la RN4. À Monceau-les-Provins, les 321 habitants n'en peuvent plus. En particulier Patrick, agriculteur et père de 3 enfants. Son jardin est à 1,30 m de la route. 85 décibels en son d'ambiance et des camions qui parfois s'invitent chez lui. Un camion citerne vers 5 h du matin pour éviter une voiture a percuté mon mur, a traversé le mur et s'est totalement ouverte et a déversé du bitume partout dans le jardin. Donc on voit encore des reliquats du bitume sur le mur. Avec le choc, le camion s'est éventré et a déversé son goudron. Le chauffeur s'en est sorti indemne. Au moment de l'accident, la famille de Patrick dormait dans la maison. Une catastrophe comme ça peut se reproduire aujourd'hui, demain. Ça, c'est notre crainte. Et quand nos enfants sont dans le jardin, c'est vrai qu'on n'est jamais tranquille. En plus de cette peur quotidienne, Patrick et sa famille vivent dans une maison qui tremble. Ça va les enfants? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez? Oui. Les nids de poules, juste devant chez eux, engendrent des tremblements à l'étage. Surtout dans la chambre de Célestin, 9 ans. Dans ma chambre, il y a souvent des vibrements. Vibrations. Des vibrements. Ça t'empêche un peu de faire dodo? Oui.
Quand certains matins, Célestin me dit ouais, j'ai pas bien dormi, parce que j'ai entendu les camions toute la nuit, et puis qu'il part à l'école un peu fatigué, quelque part, en tant que père, on culpabilise un petit peu, parce qu'on sait que le sommeil, c'est très important, quoi. Un tronçon aux nuisances insupportables et qui tue chaque année. Depuis 10 ans, ces 35 petits kilomètres concentrent près d'un tiers de tous les décès de la Nationale 4. 8 personnes ont perdu la vie dans des chocs frontaux. Comme la compagne de Béatrice il y a 3 ans. Viens. Alors, carrément. Le couple avait quitté Paris pour profiter du grand air à la campagne. 8 ans d'amour et un quotidien rythmé par les trajets sur la Nationale 4. Nadège avait 40 ans. Le jour du drame, cette éducatrice spécialisée allait travailler à Villiers-sur-Marne. Il est 9h13. Nadège s'apprête à entrer dans la commune de Beton-Bazoches, quand soudain une voiture arrivant en face se déporte sur sa gauche. Les 2 véhicules sont pulvérisés. L'autre conductrice, une infirmière, s'en sort miraculeusement. Elle rentrait d'une nuit de garde, la 2e de suite selon son mari. Elle se serait endormie. On sait clairement et pertinemment qu'elle l'a vu venir. Qu'elle a tenté de freiner, enfin, qu'elle a freiné, ou en tout cas tenté de le faire, puisque les fractures sont significatives. Après l'accident, j'ai beaucoup fait de cauchemars, où je me voyais à sa place, en fait. J'essayais, comme si ma tête essayait d'imaginer ce qu'elle avait pu voir, ressentir. Peut-être qu'elle aussi, elle s'est rappelée toutes ces fois où on a eu peur, quoi. Et... Avant même l'accident, la route était pour Nadège et sa compagne une source d'angoisse. On a remplacé passe une bonne journée par fais attention sur la route. Moi, cette route, elle m'a pas juste pris ma compagne. Elle m'a pris mon énergie, ma vie, ma concentration, tout. Vous la reprenez, cette Nationale 4, aujourd'hui? J'ai pas le choix. Comme je disais, on est complètement dépendant de cette route. Je peux pas ne pas la prendre. Je suis obligée de passer exactement, mes roues passent exactement à l'endroit où ma compagne est décédée. Impossible pour les habitants de ce département d'éviter cette Nationale 4. Les adultes pour le travail, les enfants pour aller à l'école. Karine s'occupe du ramassage scolaire, mais depuis 3 ans, elle appréhende chaque tournée. Mon collègue allait à l'arrêt de Courtacon. Il y a un camion qui est arrivé derrière. Il s'est mis comme ça pour tourner, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et le camion qui arrivait derrière, en fait, il est rentré dedans. Il est passé entre le panneau de direction et le plot. Il a traversé comme ça, tout droit, avec les enfants à bord. Et il y a eu des blessés? Des blessés, oui, légers, mais des blessés quand même. Le bus, avec 44 écoliers à son bord, glisse sur 50 mètres, s'arrêtant à quelques centimètres des platanes. 8 enfants sont blessés. Les autres choqués. Tout comme les parents qui attendaient à l'arrêt de bus. Le fils de Camille, aujourd'hui au collège, était à l'intérieur du car. J'ai couru tout de suite. Il était pâle, il était choqué, il était l'impression qu'il était ailleurs en fait. Il n'est pas blessé? Non, lui il n'était pas blessé. Dans mon bus, j'ai de la chance. Pour moi c'est un affolement parce que voilà, il y a quand même des enfants qui étaient quand même blessés, d'autres enfants qui ont été choqués et traumatisés. Et toi? Allez mon bonhomme. Bonjour, qu'est-ce que t'as fait, Capucine? T'es tombée? Tiens, tu t'assois. Vas-y, Kayla. Comme chaque midi, Karine ramène une dizaine d'enfants déjeuner chez leurs parents. Depuis l'accident, quelques aménagements ont été opérés pour limiter le danger. La traversée de ce carrefour a notamment été supprimée. Là, c'est mon ancien circuit. Je devais repartir par là. Donc, quand on ne voyait pas dans le virage, déjà rien qu'avec les panneaux, là. Alors, l'accompagnatrice, elle se penchait un peu plus. Et puis, on repartait.
Bon appétit, à demain. Malgré tout, Karine doit encore couper la Nationale 4 à 6 reprises. À chaque fois le même stress. C'est sec le virage. Oui, on n'est plus à l'aise une fois que c'est passé. Bah, on fait attention 2 fois plus. C'est pas nos enfants. On transporte pas des betteraves ou... Ces carrefours très dangereux sont situés en plein cœur des villages. Les maires sont à bout. À Monceau-les-Provins, Olivier Arthur et son conseil municipal tentent tout pour les sécuriser, notamment en essayant de faire respecter la limitation de vitesse à 50 km/h. J'ai pas pris le casque aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû. Ils ont installé des panneaux à lumière bleue pour signaler les passages piétons et 2 radars pédagogiques à l'entrée et à la sortie du village. Ils sont incapables de s'arrêter si un piéton veut traverser. 12 000 € d'investissement, avec plus ou moins de succès. Le vrai et seul rappel à l'ordre, c'est un vrai radar. On le sait. Il n'y a que lorsqu'on met la main au portefeuille ou quand on perd son permis qu'on ralentit. Sinon, on ne ralentit pas. On a fait des demandes plusieurs fois en préfecture, en sous-préfecture. Des demandes de radar fixe qui n'ont jamais abouti. Mais Olivier Arthur ne lâche rien. Chaque trimestre, il envoie au préfet toutes les vitesses enregistrées dans le village par ses radars pédagogiques. 160 km/h. On est à 139,83 km/h à 17h27, le 15 février, donc un mercredi. C'est l'heure de rentrée scolaire, les grands. La moitié des gens sortent du village en excès de vitesse. On met un vrai radar. 6000 véhicules qui passent en excès de vitesse, il est rentabilisé dans la journée. Quand vous faites ces relevés, vous en avez pas marre? Vous dites pas c'est Non. un coup d'épée dans l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut être persévérant avec l'administration. C'est vrai. Oui, il faut pas perdre espoir. Puis si c'est pas ce mandat-là, ça sera le mandat d'après. Mais pour Olivier Arthur et les autres maires des communes traversées, la vraie solution, une déviation. Un tracé a été réalisé et chiffré par l'État en 2006, mais il n'y a jamais eu de suite. Au sujet de cet aménagement et des solutions pour rendre la RN4 plus sûre, le préfet de Seine-et-Marne a refusé notre demande d'interview. Méric, 20 ans, étudiant, a investi toutes ses économies. 3 500 € pour cette Clio, achetée d'occasion à un garagiste. Sa première voiture, aujourd'hui garée juste devant chez lui. Sans exception, tous les jours, je la vois. Et je peux pas la toucher. Voilà. Franchement, j'ai été attaché à cette voiture. Mais... bon. Si elle est immobilisée, c'est parce qu'elle a été déclarée potentiellement dangereuse. Le câble des feux anti-brouillard pendait comme ça pendant que je conduisais sur la route. C'est assez dangereux. Méric a reçu fin mars un courrier du ministère de l'Intérieur l'informant que sa voiture aurait subi des réparations douteuses. Il a été obligé d'aller la faire contrôler chez un expert qui a constaté que sa Clio avait été gravement accidentée, puis sommairement retapée, avant d'être remise en circulation. Il m'a expliqué que la voiture, elle a fait des tonneaux. Et c'est ça qui explique le fait que les roues arrière, elles n'étaient pas droites. Que le châssis de la voiture était mort. Qu'il n'y avait pas de cache moteur, que le cache en dessous de la voiture, il était inexistant. Donc ça faisait que j'avais des fils électriques qui pendaient en dessous de la voiture. Et il m'a expliqué aussi que j'ai une fuite et que l'huile et l'électricité, ça fait pas bon ménage ensemble. Donc c'était assez dangereux. Les pneus, ils étaient, même si ils avaient l'air en bon état, ils étaient anciens, donc ils n'étaient pas viables et qui pouvaient éclater à tout moment avec un changement de température. En vrai, j'ai conduit 6 mois avec et en 6 mois, j'aurais pu me tuer plus d'une fois. Méric a déposé plainte contre le garagiste qui lui a vendu la Clio. Et il n'est pas un cas isolé. Comme lui, des dizaines d'automobilistes auraient ainsi été floués.
Dans ses bureaux, oui, bonjour, groupe auto de la gendarmerie d'Evry dans l'Essonne. ces gendarmes enquêtent sur un trafic d'épaves de voitures qui auraient été revendues illégalement. Merci. J'aurais voulu savoir si vous aviez contacté la victime et pris son audition. Nous avons pu suivre leur travail pendant plusieurs mois. En juin dernier, ces enquêteurs contactent gendarmeries et commissariats pour recenser les victimes. Donc on est à combien? 116 là? Plus 121. 121 victimes. On va y arriver, hein. Ces gendarmes, dirigés par Pascal, sont spécialisés dans les enquêtes automobiles. Confort, hein. Non, je pense pas, non. Ils ont recueilli les dépositions d'une centaine d'acheteurs, principalement en région parisienne, au profil souvent similaire. C'est des Français moyens qui ont un petit budget, qui achètent une petite voiture, et puis on est en train de leur dire, voilà, ta voiture, excuse-moi, tu peux plus rouler avec, quoi. C'est fini, c'est poubelle. Ils ont un crédit, il faut qu'ils remboursent le crédit, malgré ça, ils n'ont plus de voiture, et ils ne peuvent pas se racheter de voiture. Là, on côtoie vraiment des gens qui sont dans la misère, parce que quelqu'un n'a pas fait son travail, quoi. Quelqu'un. Une équipe n'a pas fait son travail. Les gendarmes ont identifié une vingtaine de garagistes qui auraient participé à ce trafic. 100 mètres. On y arrive à 300 mètres? Ouais, 300 mètres, on sera dans la rue, à gauche. Et donc là, c'est censé être un réparateur, c'est ça? Oui. Ils effectuent maintenant un repérage des lieux où ces voitures auraient été réparées. Alors, à droite. En général, des petits garages de quartier. Ouais, bah Lyon. Ce que tu vas faire, le vite fait, quand même, tu vas aller voir à pied. Ouais. Nous suivons en caméra cachée Laurent, l'adjoint de Pascal. Donc il y a plein de voitures en cours de réparation. C'est un tout petit garage et on peut voir, il y a des ponts à l'intérieur, des voitures de partout, des moteurs, des pneus empilés, c'est du grand n'importe quoi. Toutes les voitures sont les unes sur les autres. Et au fond, on a l'air d'avoir deux petits hangars avec des ponts et deux bagnoles qui sont montées dessus. C'est rien qu'à voir la devanture, il n'y a rien aux normes. On voit bien, il y a les graisses par terre, les huiles qui coulent. C'est pas aux normes du tout, quoi, déjà. Donc ça a l'apparence d'un garage sur le papier, mais c'est loin d'en être un. Les gendarmes se dirigent ensuite vers un deuxième garage, qu'ils soupçonnent lui aussi de participer au trafic. On est sur une belle petite zone pavillonnaire, comme tout à l'heure. Et là, au fond d'une zone pavillonnaire, on aura un garage. Là aussi, il ne s'agit pas d'un concessionnaire officiel. Un très grand carrossier. Hein. C'est encore ouvert, il y a du monde à l'intérieur. Ouais, il y a du monde dedans. Et quelques mètres plus loin... On va faire juste voir un petit tour, voir s'il n'y en a pas d'autres voitures. Ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient. Voiture accidentée, VGE, tiens, voilà. Regarde, un beau VGE, regarde les airbags. VGE. VGE, véhicule gravement endommagé. Des épaves que les garagistes achètent à bas prix dans des casse-autos pour les retaper et les revendre à des particuliers. Le dossier est piloté par Bertrand Dailly, procureur adjoint d'Evry, qui a fait de ces cercueils ambulants un cheval de bataille. Ce magistrat a déjà eu à traiter une affaire similaire, après la mort en 2014 du passager de cette voiture. Une Renault Clio achetée d'occasion, qui avait subi un grave accident, mais avait été mal réparée. Faire payer une ancienne épave, réparer, moi je le dis à la va-vite, on pourrait dire à la mie de pain, à la mort moi le doigt, si je voulais être un peu familier, mais c'est ça, c'est du travail fait n'importe comment. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça met la vie des gens en danger. On sait pertinemment que c'est pas 1000 véhicules, c'est pas 5000, c'est des centaines de milliers de véhicules qui sont remis en circulation de cette manière-là. Celui qui est en première ligne pour valider la remise en circulation de ces épaves, c'est l'expert automobile, assermenté par l'État. Il se trouve que dans l'enquête des gendarmes, c'est toujours le même homme qui revient. Vous avez 1 millier de véhicules qui ont été remis en circulation par un expert, que je ferai mettre lui aussi en garde à vue. Il s'est contenté de se faire payer
pour donner un tour de clé. Vous comprenez, c'est figuratif. Un tour de clé informatique sur un serveur. Il met un code en disant ce véhicule est bon pour circuler. Au début de leur enquête, les gendarmes ont perquisitionné chez cet expert soupçonné de négligence. Ils ont saisi 50 000 photos dans son ordinateur. Ils doivent maintenant les analyser une à une. Et très vite, ils ont la conviction que l'expert se serait souvent contenté de ces photos prises par les garagistes eux-mêmes. Là, on voit le véhicule avant travaux. Donc là, vous avez vu pendant la réparation. Pardon. Et après, je vais vous montrer celle après travaux. Voilà. Il ne se serait donc pas déplacé pour contrôler chaque véhicule. Il en a pourtant l'obligation. Je ne sais même pas si on a un dossier où on peut dire il a vu le véhicule avant, pendant, après. On n'a aucune photo permettant de désigner ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Les enquêteurs soupçonnent l'expert d'avoir validé des réparations extrêmement sensibles, sans aucun contrôle réel. Là, par exemple, là, il y a eu des soudures, donc ça se voit, il y a des soudures. C'est la soudure entre la caisse et c'est ici, quoi. C'est un point, ça vient péter ici. Le véhicule, il s'ouvre en deux, quoi. Pour mieux comprendre, les gendarmes ont convoqué Pierre Stewart, formateur d'experts en automobile. Bonjour, monsieur Stewart, vous allez bien? Bonjour. Je vous invite à nous suivre pour aller vous entendre. Ok. L'homme qui intrigue les gendarmes aurait effectué à lui seul, en seulement 6 mois, 600 expertises, chacune rémunérée entre 200 et 300 euros. Bonjour. Mon collègue. Ok. Vous connaissez déjà? Bien. Selon cet expert des experts, cela est parfaitement impossible. Un expert qui fait 600 expertises en 6 mois, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Procédure La procédure est assez importante. Il faut se déplacer au minimum 3 fois, voire 4 fois, des fois même un peu plus quand il y a des réparations importantes, très importantes. Et ça représente un temps considérable. En faire plus de 200 dans une année est un maximum. En faire 600 en 6 mois, 100 par mois, ça veut dire qu'il ne fait que ça. Et que forcément, il est fait par sur la jambe. Par précaution, les autorités ont contacté toutes les personnes dont la voiture a été remise en circulation par l'expert suspecté d'escroquerie. Les propriétaires de 1024 véhicules, comme Émilie, qui souhaite rester anonyme, doivent aller faire contrôler leur voiture pour s'assurer qu'elle peut rouler en toute sécurité. Émilie est fonctionnaire et mère d'un enfant. Son cabriolet d'occasion à 8 500 € lui a été offert par ses parents. J'appréhende beaucoup. J'ai vraiment peur que l'expert me dise la voiture elle part à la destruction et vous repartez à pied. Et même si je sais qu'il y aura une plainte qui sera déposée, on n'a aucune garantie de pouvoir récupérer quoi que ce soit. Émilie a rendez-vous dans un centre agréé de l'Essonne. Alors, je vais reprendre mes papiers. Elle confie sa voiture à Pierre-Yves Debuine, qui va effectuer une batterie de tests pour vérifier l'état de son cabriolet. Donc, madame, je vais faire un essai de routier de votre voiture, de façon à voir comment elle se comporte sur la route déjà. Formé à la course automobile, Pierre-Yves Debuine malmène la voiture. Et ses premières impressions ne sont pas bonnes. Il y a un volant qui n'est pas droit et une voiture, si je lâche le volant, qui tourne à droite toute seule. C'est normal? Non. Accidenté en 2012, le cabriolet a été classé épave, vendu à une casse, puis réparé. L'expert doute de la qualité de ces réparations. Il va faire subir un véritable check-up à la voiture. Et il est étonné par ce qu'il découvre. On va regarder. On a ici, par exemple, quelque chose qui n'est pas normal. Ici, là, vous avez la matière qui est complètement arrachée. C'est une pièce importante? C'est une pièce de la voiture, proprement dite. Ça, c'est le plancher. C'est quand même surprenant que personne n'ait réparé cette anomalie, qui est largement réparable si on fait correctement son travail. Je suis un petit peu inquiète. Émilie n'est pas au bout de ses surprises. Alors, je vous fais voir un peu pour vous faire voir l'état des jantes. Si vous voulez bien regarder. Là, c'est une jante qui est complètement morte. Là, on a une jante à plusieurs endroits
qui ne tourne pas droite. La jeune femme risque de perdre le contrôle de son véhicule à tout moment. D'accord. C'est dangereux. C'est dangereux. Je vous invite à donner mon bureau et puis on va faire le point sur votre dossier. Allez-y, installez-vous. Après 4 heures d'examen, Pierre-Yves de Buyne livre son verdict. Je vais rebloquer ce véhicule. Donc je vous fais un papier pour pouvoir rentrer chez vous, dans lequel effectivement j'indique que ce véhicule ne peut plus rouler dans les conditions normales de sécurité. J'ai plus de voiture, plus moyen de transport pour transporter mon bébé et moi-même. Et il y a des frais à engager, mais j'ai pas l'argent pour pouvoir faire tout ça. Et voilà. Pour réparer son cabriolet, Émilie devrait débourser près de 5 000 €, le prix estimé de sa voiture aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Au revoir, madame. Bon retour. Merci, au revoir. Elle devra payer 280 € pour cette expertise. Émilie est autorisée à utiliser une dernière fois cette voiture pour rentrer chez elle. Ensuite, son cabriolet devrait retourner à la casse. Définitivement cette fois. Sur les 1000 propriétaires contrôlés, comme Émilie, 400 ont ainsi perdu leur véhicule. Leur seul espoir d'être indemnisés, que les garagistes soient condamnés. C'est adjudant Comté encore? Encore. Oui, ça va, c'est les deux qui vont avec. Lundi dernier, à la gendarmerie d'Evry, les enquêteurs décident de passer à l'action. Vous partez immédiatement en perquise. Ok, comme ça sera fait. Pascal, le chef d'enquête, donne ses consignes à une quarantaine de gendarmes. Ils vont auditionner les garagistes soupçonnés d'avoir maquillé les épaves avec la complicité de l'expert. Un business qui leur aurait rapporté 600 000 €. Alors, on est tombé sur quelques-uns là. D'entrée, ils nous ont dit c'est pas de ma faute, c'est celle de l'expert. On peut en discuter. Moi, je la crois pas du tout. Parce que c'est eux qui entubent les gens en vendant des voitures accidentées sans leur dire, d'accord? Voilà, c'est ça d'où vient l'escroquerie. Des questions? Bon, vous pouvez y aller, puis à tout à l'heure. 12 garagistes ont été convoqués en même temps. Ils se présentent à l'accueil de la gendarmerie, les uns après les autres. Ils savent tous ce qu'on leur reproche et sont aussitôt placés en garde à vue pour escroquerie en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment. On va l'appeler, apeurer. Mais les enquêteurs ont parfois des surprises. On va récupérer ça. Cette femme est officiellement à la tête du garage où Émilie a acheté son cabriolet. Je vous demande de poser votre sac, le téléphone, tout ce que vous avez dans vos poches, dans le sac. Pourtant, elle semble ne rien connaître à la profession. Vous comprenez un petit peu les raisons pourquoi on est là? Pas trop. Pas trop? Vous avez un garage? En fait, je suis... comment on appelle Gérante. Donc c'est vous qui vous occupez du garage ou pas? Non, moi je suis juste la gérante, je sais pas ce que vous voulez dire par là en fait. Je sais. Vous ne savez rien? L'histoire des voitures? Je sais pas. L'histoire d'un expert? Avec un expert? Non, j'ai appris ça que la convocation était bien prise. D'accord. Vous connaissez monsieur? Vous ne connaissez pas? Non, donc là, vous êtes gérante du garage, mais vous connaissez rien? Je ne connaissais même pas à qui on a... Elle ne serait en fait qu'un prête-nom. Elle est une connaissance du vrai garagiste, interdit lui de gestion pour une autre affaire. Lui aussi a été convoqué. Donc on reprend. Comme tout à l'heure, est-ce que vous avez des remarques à faire sur le déroulement de la garde à vue? 2 gendarmes l'interrogent. D'abord sur la vente à Émilie du cabriolet. Il accuse un autre garagiste à qui il aurait acheté cette voiture avant de la revendre. Il m'a caché qu'elle était accidentée, il m'a pas dit qu'elle était accidentée. Pour moi, elle était propre, elle était belle la voiture. Il n'y avait pas de problème, elle était saine, il n'y avait pas de problème. Et du coup, au final, là, qui vous a dit qu'elle avait été accidentée, la voiture? C'est le client qui m'a téléphoné un jour. On n'est pas content, la voiture était accidentée, vous ne m'avez pas dit. Encore une fois, je n'ai pas vu de traces de réparation sur la voiture, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas été tout contre la voiture, me mettre en dessous et tout. J'ai fait la distribution, j'ai vendu la voiture et basta. L'homme est suspecté d'avoir remis 2 autres épaves en circulation, grâce au fameux expert, qui aurait eu la réputation d'être arrangeant. Mais là encore, il nie. Avez-vous fait appel à cet expert précisément pour ce côté peu regardant en fait? Certainement pas. Certainement pas. Je n'étais même pas au courant qu'il n'était pas regardant. Honnêtement, non. Il est payé, il est agréé, il est invité à ce genre de procédé. Pour moi, il faisait son boulot comme il a dû être fait.
j'avais pas quelqu'un au-dessus de lui pour vérifier ce qu'il faisait. S'il a dit qu'il ne veut pas regarder les voitures à fond, c'est son problème, c'est pas le mien. Chacun son boulot, chacun sa mère. Au cours des perquisitions dans les garages, les gendarmes ont saisi plusieurs dizaines de milliers d'euros. La plupart des garagistes entendus ont rejeté la responsabilité de l'escroquerie sur l'expert. T'es bonne cette cigarette? Oui. Merci. Il est à son tour placé en garde à vue, ce jeudi. L'homme a arrêté son activité il y a 1 an. Il nie toute négligence. Qu'avez-vous à dire concernant les véhicules qui ont été expertisés et reconnus dangereux? J'aurais souhaité être là et voir et expertiser en même temps que ces personnes-là, pour avoir une expertise contradictoire. Donc pour vous, c'est pas bon alors? Hein? C'est pas dangereux les véhicules, c'est ça? Si, ils ont pu être constatés qu'il y avait un problème. Mais le problème a pu se produire entre le moment où j'ai fait l'expert. Vous minimisez, effectivement, je comprends. Je le comprends, et moi, sûrement, à votre place, je ferai pareil. Mais à un moment, soyez grand garçon quand même. Là. Je vous parle, moi, des airbags qui n'ont pas été changés. Je vous parle des calculateurs qui n'ont pas été changés. Je vous parle J'ai même vu une voiture avec un longeron déformé. Il y a des gens là-dedans. Il y a des gens. C'est des victimes. C'est des mômes qui achètent des voitures qui ont des longerons déformés. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je vous parle de choses dangereuses. D'accord ? Au fil de l'audition, l'expert finit par reconnaître avoir commis quelques erreurs, mais selon lui, sans conséquence. Longeron non réparé, châssis ressoudé. Que pensez-vous de ça? Vous trouvez ça normal? Je sais pas, votre ressenti? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas. Pourquoi c'est pas normal? C'est peut-être un loupé. Vous considérez qu'il y a qu'un loupé? Que ça peut être un loupé ou des loupés. Donc, et ces loupés sont dus à quoi? Je sais pas. Avez-vous la sensation d'avoir mis la vie des gens en danger en faisant ces loupés? Non. Pour vous, non? Pour vous, vous n'avez pas mis la vie des gens en danger? Non. Non. Et pour une petite chose, je veux bien, mais... Des petites choses, un airbag non changé, un longeron pas changé, c'est pas un danger? Non. Pour moi, les voitures, elles étaient bien réparées. Pour moi, les voitures, elles étaient bien réparées. C'est malheureux d'entendre ça. Répondant à nos questions, l'expert esquisse quelques remords. Je suis un peu triste, je l'admets. Je suis triste que j'ai des voitures que j'ai laissées passer. Si je savais qu'elles passaient pas, je ne l'aurais pas laissé partir. Si je les ai validées, c'est que je pensais sincèrement que c'était bon. En mon âme et conscience. Jamais j'ai fait pour que ça soit vraiment... Ouais, regarde, je sais que le longeron est tordu ou tout est arraché. Tu me la passes. Non, ça, c'est pas possible. L'expert finira par reconnaître l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, y compris l'escroquerie en bande organisée avec les garagistes. Lui et 26 d'entre eux sont convoqués le 6 février devant le tribunal. Ils risquent 5 ans de prison et l'interdiction d'exercer une profession en lien avec l'automobile. David est un miraculé. Il y a 2 ans, il circulait à moto sur cette partie très fréquentée de la Nationale 20. Il respectait les limitations de vitesse, 90 km/h, quand brusquement, un semi-remorque de 40 tonnes lui a barré la route. J'étais sur la voie de gauche en fait en train de monter et puis le camion a priori pour doubler un autre camion qui allait moins vite, il s'est déporté d'un coup et j'ai eu quand même beaucoup de chance de ne pas être coincé entre le terre-plein central, le béton et puis le camion, ou voire même de passer de l'autre côté. Étendu sur la chaussée, David ne doit son salut qu'à un autre camion qui se met en travers des voies pour arrêter le trafic très dense. Sous l'effet du choc, son bassin a déformé le réservoir de sa moto, réduite à l'état d'épave. Lui s'en sort avec une fracture au visage, des lésions à l'épaule et un œdème à la hanche, pour un accident dont il n'est pas responsable. Car sur ce tronçon de la RN20, les panneaux interdisant aux poids lourds de dépasser sont visibles depuis des kilomètres. Là, ça double, là, pourtant.
Bah ouais, vous voyez, ça double. Hein. Et c'est comme ça tous les jours de toute façon. Et vous voyez la quantité de camions qui passent sur cette route, ils ne s'occupent pas des panneaux. Hein. Cette portion de la Nationale 20, située dans l'Essonne, est l'une des routes les plus dangereuses de France. Chaque année, en moyenne, 60 accidents entraînant des blessés ou des morts sur seulement 57 km. À sa création, la Nationale 20 était la route des vacances, reliant Paris à l'Espagne. Aujourd'hui, sa partie francilienne est devenue un axe saturé, où s'agglutinent banlieusards et surtout transporteurs routiers. 70 000 véhicules par jour, 1 sur 7 est un poids lourd. À l'origine de cet encombrement, un péage à 100 km de Paris. À cet endroit, les camions venus du sud de l'Europe préfèrent quitter l'autoroute A10 et emprunter la fameuse Nationale 20 pour économiser 30 € en moyenne. Une route à haut risque que doivent emprunter chaque jour Patrick et Valérie. Ils habitent à Hauteville, à la limite sud de l'Essonne. Pour aller travailler à Orsay, à 60 km de là, ils pourraient prendre l'autoroute A10, plus sûre, moins embouteillée, mais payante. C'est 1,60 quand on passe par Dourdan, et puis par Allainville, c'est encore plus cher, ça va être 3 quelque chose. Donc c'est, voilà, une fois de temps en temps, bah, on est bien obligé. Mais sinon, le reste de l'année, ça fait tous les jours, c'est impossible, quoi. Le péage leur coûterait environ 750 € par an, trop cher pour ce couple de techniciens de laboratoire. Pourquoi ça ralentit? Alors ils prennent la Nationale 20, coincée entre les poids lourds. 26 km de conduite en accordéon, avec des limitations qui varient de 90 à 50 km/h et où chaque coup de frein fait craindre la collision. Celui qui prend la main, il sait ce que c'est. Hein. Il y a un ralentissement, on roulait à 80, 90, d'un seul coup, paf, arrêt buffet, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est debout sur le frein, quoi. Ah, debout sur le frein. Et puis derrière, bah, quand c'est vigilant, ça passe, mais quand c'est pas vigilant, ça passe pas. Donc on se dit, à chaque fois qu'on arrive au boulot le matin, on se dit, tiens, bah, on n'a pas cartonné, c'est cool. Sur la RN20, les accrochages sont quotidiens. Il est 10 h, Frédéric, dépanneur, intervient sur son premier carton de la journée. Ça va et toi? Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Il s'est fait taper à l'arrière. Ouais. Taper à l'arrière, au feu rouge, ouais, poids lourd. Ok, ça marche. Ça a freiné, il y a un poids lourd qui est rentré derrière, qui l'a percuté. Le poids lourd, il a freiné trop tard et voilà. Cette fois, seul le pare-choc arrière est abîmé. Le conducteur a été placé en observation à l'hôpital. C'est l'heure de pointe. Par peur de se faire faucher, Frédéric reste face à la circulation. Dans la casse où il travaille, il ramène chaque semaine des véhicules qui témoignent de chocs extrêmement violents. Bah voilà, là je t'emmène sur le dernier accident qu'il y a eu sur la Nationale 20 ce week-end. Donc les deux véhicules là, ces deux véhicules-là. Donc celui-là, le noir qui a percuté le véhicule blanc par l'arrière, et lui qui est venu s'encastrer dans le mur central de la Nationale 20. Souvent le même scénario. Un véhicule freine trop tard et s'encastre dans un autre. Cette voiture a été percutée par l'arrière la nuit du 31 décembre. Plus loin, ce véhicule s'est écrasé contre une maison il y a un peu plus d'1 mois. Ce bolide est passé sous le rail de sécurité il y a 1 an. Le conducteur s'en est sorti miraculeusement. On a un secteur de 40 km à peu près sur la 20. Sur ce secteur-là, toutes les semaines, à plusieurs endroits assez accidentogènes, on a les mêmes. On a le même type d'accident, des freinages brusques, des pertes de contrôle. Toutes les semaines, il y en a un. Au cours des 2 dernières années, la RN20 a tué 9 personnes, rien que dans l'Essonne. Près de la moitié des accidents impliquaient des poids lourds. Comme celui qui a coûté la vie au mari de Christiane. C'était en 2011. 7 ans plus tard, elle a enfin trouvé la force de quitter leur maison, chargée de souvenirs. 40 ans de mariage
et de vie fusionnelle. Ils dirigeaient ensemble un supermarché. Le jour de l'accident, Maurice, 66 ans, venait de rendre visite à son frère. Il est 19h30. Il est à l'arrêt à cause d'une première collision impliquant un poids lourd. Quand arrive derrière lui un autre véhicule qui pulvérise sa voiture, une Citroën Saxo. Et malgré les gyrophares, malgré tout ça, il y a un autre camion qui arrivait derrière, qui l'a projeté, lui qui était la première voiture, dans le mur de séparation de la 20, il paraît qu'il est mort sur le coup. Et tous les témoins ont dit que le camion est arrivé pour eux comme un camion fou. On ne sait pas... À toute vitesse. Voilà, même s'il roulait qu'à 90, c'est quand même énorme pour un gros engin de ce type. Le chauffeur, parti du Portugal, se rendait en Belgique. Il a affirmé qu'il n'avait pas vu les véhicules arrêtés. Il a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Mais pour Christiane, il n'est pas le seul coupable. Le problème, il n'est même pas là, quoi. Il est sur cette route qui est un danger public. Vous la prenez aujourd'hui, cette Nationale 20? Je l'évite. Déjà, je ne vais plus beaucoup par là, mais je l'évite. Si j'ai un camion derrière moi, c'est terrible. Je regarde sa calandre et je me dis, est-ce que mon mari l'a vu, ce camion? Est-ce qu'il l'a vu, qu'il est arrivé sur lui? C'est quelque chose que j'aurais voulu savoir, que je ne saurais jamais. Mais je ne peux pas avoir un camion derrière moi sans y penser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Des camions toujours plus nombreux sur cette portion de RN20 et qui ne respectent pas toujours le code de la route. En transit entre le nord et le sud de l'Europe, pressés, ils doublent, se rabattent ou s'approchent dangereusement des autres véhicules. Pour tenter d'enrayer le phénomène, les forces de police organisent tous les 3 mois des contrôles qui ciblent uniquement les poids lourds. Messieurs, bonjour. Le commandant Franck Delarue insiste sur les comportements qui génèrent le plus d'accidents. On s'oriente surtout sur la vitesse, évidemment, distance de sécurité, évidemment, d'accord, et éventuellement les temps de repos, d'accord. Ça, c'est la priorité des priorités. Les motards interceptent les poids lourds en infraction. Attention les gars, il y a un camion qui rentre. Puis les escortent vers l'équipe de contrôle, située dans une station-service. Ce premier camion roulait à moins de 50 mètres du véhicule devant lui. Contrôle pour le non-respect des distances de sécurité avec le poids lourd qui vous précédait. J'ai bien compris. Le chauffeur, Laurent, avait fini son service. Il rentrait chez lui dans le nord. Et la remorque. À 70 km/h, s'il avait dû freiner brutalement, il lui aurait fallu 50 mètres minimum pour s'arrêter. De prendre connaissance de l'infraction et de signer en bas à droite sur la tablette. Pourtant, il ne semble pas considérer sa conduite comme dangereuse. C'est vrai, ils n'y étaient pas les 50 mètres, mais bon, 50 mètres, 30 mètres, voilà, c'est ça. Et bon, après, il y a une petite descente, tu laisses un peu couler, tu rattrapes l'autre, bon voilà, c'est ça. Je vous souhaite une bonne route, soyez prudents. Merci bien, bonne soirée à vous, bon courage. Laurent devra s'acquitter d'une amende de 135 €. Il perd 3 points sur son permis de conduire. La nuit, le principal danger vient de la fatigue des chauffeurs. Avant toute chose, vous allez me sortir votre carte conducteur, s'il vous plaît. La carte conducteur enregistre toutes les données du camion, sa vitesse et ses pannes éventuelles. Le policier peut surtout vérifier l'emploi du temps du chauffeur, Alain, sur les 28 derniers jours. Là, vous avez pris un repos journalier inférieur à 9 heures. C'est le minimum, c'est 9 heures, d'accord? Et vous voyez là, vous êtes à 8h47. Une première entorse sur le temps de repos, à laquelle s'ajoute une infraction sur le temps de conduite la semaine passée. 10 heures par jour est le maximum autorisé. Une durée qu'Alain a dépassée de 14 minutes. Alors pour certains, ils vont dire 14 minutes, c'est pas grand-chose. Sauf que sur une journée, le monsieur il a conduit 2h05, puis 4h30, puis 3h39 quasiment d'affilée, avec une seule pause de 56 minutes. C'est potentiellement dangereux? Bah oui, c'est pour ça que c'est sanctionnable. Donc on sanctionne.
Vous étiez pas au courant des règles, c'est ça? Si, mais bon, on est dans le timing du travail. Il y a des fois, on ne trouve pas de parking à trouver, donc on va encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin, et puis on croque un peu sur les heures de conduite. Cette partie de la Nationale 20 n'a pas été conçue pour un tel trafic de fret. Elle ne compte que 2 parkings réservés aux poids lourds, souvent complets. Alors pour respecter les temps de pause, beaucoup de camions se garent sur les voies de circulation, créant un danger supplémentaire. Cette absence d'aire de stationnement n'est pas le seul problème d'aménagement de la RN20. À l'approche de Paris, la route coupe une dizaine de villes en 2, avec pour la traversée, trop peu de passages piétons. Du coup, certains riverains s'élancent en plein trafic. Les voies d'insertion sont aussi particulièrement dangereuses. Comme à Linas, une ville de 6800 habitants. François Pelletan, le maire de la commune, est à bout. En l'absence d'un officier de police judiciaire, c'est lui que les pompiers appellent lorsque quelqu'un décède sur sa commune. Le dernier accident mortel a justement eu lieu sur une de ces voies d'insertion. C'est un motard qui a perdu la vie, quoi. Hein. Il a percuté un camion au niveau de la route nationale et puis le camion, les roues arrière lui sont passées dessus, le monsieur a été décapité, sa moto et son corps ont été traînés jusque là-bas. Sur les 3 km de la RN20 qui traverse Linas, le maire a été appelé pour une douzaine d'accidents mortels depuis 1995. Au bout de certaines rues, rejoindre la nationale et son trafic relève du défi. On est sur une voie qui s'appelle le chemin de la grâce de Dieu. Et on comprend pourquoi, parce que quand on arrive sur la Nationale 20, vous voyez, là, ça arrive à angle droit. Hein. Et donc, quand on est là, il faut s'insérer dans le trafic. Alors, c'est pas évident. Eux, ils peuvent pas s'arrêter, hein, ils ont de l'inertie. Ah, ben, celui-là, il va trop vite. Voilà, je me mets derrière le bleu, là. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors vous imaginez les gens le matin quand il faut qu'ils partent travailler, la petite dame avec ses enfants qui les emmène à l'école ou des... C'est chaud quand même. Hein. La route est sous la compétence du département. À force d'insister, le maire a obtenu l'installation de ce feu à l'entrée de sa commune. Mais il voudrait que l'ensemble de la nationale soit transformé. Moi, on a un plan qui retrace les alignements et les réservations de la Nationale 20. Aux côtés d'autres maires, il est entré en guerre pour obtenir l'aménagement de la route en boulevard urbain, limité à 50 km/h, qui dissuaderait les poids lourds en transit de l'emprunter. Un projet que personne ne veut financer. Nickel. Et on va être à 200 millions d'euros à peu près. On va être dans ces eaux-là, quoi. Donc oui, c'est sûr, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire, parce que si on le fait pas, enfin, je veux dire, on va continuer comme ça combien de temps, quoi. Enfin, les gens ici subissent les nuisances, la pollution, puis sans compter les morts. Seul l'État pourrait financer un projet d'une telle envergure. Le plan d'aménagement est aujourd'hui au point mort. Pour un pneu, Benoît va risquer sa vie. Ce patrouilleur s'apprête à traverser l'autoroute. Il doit dégager l'obstacle pour éviter un accident. Cette année en France, 32 de ses collègues se sont fait percuter en intervention. Ouais, 701, donc terminé pour la banane de roulement. Je viens de la ramasser, je repars. Benoît est en charge d'une zone de 60 km d'autoroute, près de la ville de Sète. L'été, il intervient jusqu'à 20 fois par jour, 4 fois plus qu'en temps normal. Direction de Marseille, un patrouilleur est en train de nettoyer la chaussée. La plupart du temps, il s'agit de sécuriser des automobilistes qui se mettent en danger,
Comme ce conducteur qui roule à 60 km/h avec ses warnings. Nous, on protège et en espérant qu'il sorte au prochain échangeur. Le patrouilleur se place derrière lui pour éviter qu'il ne se fasse percuter. Quelques minutes plus tard, il remarque un homme sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. L'usager qui s'est arrêté pour souvenir à ses besoins naturels, il pisse. Benoît en rigole. Pourtant, à cet endroit, l'espérance de vie du conducteur est de 20 minutes. Alors, merci monsieur, bonne route, voilà, et qui repart. Le patrouilleur n'a pas de pouvoir répressif, il s'est contenté de le protéger. Mais l'automobiliste risque 135 € d'amende et 3 points en moins sur son permis si les gendarmes l'interpellent. Après 300 km parcourus, à la fin de la journée, Benoît décharge ses trouvailles à la déchetterie. Ah, ça, c'est l'objet le plus typique qu'on peut ramasser, très dangereux, oui. Ça pèse une trentaine de kilos, mais c'est un mur. Si on y roule dessus, c'est un mur. En 20 ans de métier, ce patrouilleur de 42 ans a vu de tout sur la chaussée. Des chaises, des valises, mais aussi il y a quelques jours une machine à laver, ou même une barque, tombée d'une remorque et récupérée au beau milieu des voies. Des 6, 7 et 8 juillet. Le temps d'un week-end de départ en vacances, nous avons suivi ceux qui, comme Benoît, font vivre l'autoroute. Ces anges gardiens, patrouilleurs et dépanneurs, mais aussi les gendarmes, les employés d'une des plus grandes stations-service et 13 Belges qui voyagent de nuit vers le soleil. Un serpent de bitume qui mène à la Méditerranée jusqu'à la frontière espagnole. Entre Lyon et Perpignan, l'une des autoroutes les plus fréquentées de France. Et la mobilisation commence dès le vendredi soir. Et j'ai parcouru déjà à peu près une vingtaine de kilomètres à bord de la voiture trafic. Et je peux vous dire que la circulation est très chargée en ce vendredi après-midi. Benjamin Sirvent est journaliste pour 107.7. C'est bel et bien l'été à la fois en termes de trafic avec des véhicules présents sur les 3 voies de circulation, mais aussi en termes de température. 33 degrés au tableau de bord. La radio la plus écoutée sur l'autoroute. 6 millions d'auditeurs quotidiens. Bien chargé. Allez, c'est parti. Alors que les automobilistes fuient les embouteillages, Benjamin, lui, a pour mission de s'y engouffrer. On souffre avec les vacanciers, mais c'est plutôt quelque chose qui est apprécié justement de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ces perturbations et qu'on les accompagne. Là, ça y est, on y arrive. Cet après-midi, un accident est à l'origine d'un ralentissement sur 2 km près de Valence. Et là, j'engrange un maximum d'informations, que ce soit sur la vitesse, la longueur du bouchon, le temps dans lequel on y reste. Et ça me permet de préparer mon intervention dans quelques minutes à la radio. Tous les quarts d'heure, Benjamin fait un point sur ce qu'il vient d'observer, en direct à l'antenne. Pour ne courir aucun risque au volant, il prend le micro sur une aire d'autoroute. Vous allez nous expliquer ce que vous êtes en train de vivre et celles et ceux qui vous accompagnent à Valence. Oui Cyril, je viens de traverser un bouchon et quand on entre dans la difficulté, on passe assez rapidement de 90 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée dans la traversée de Valence, à 80 puis 70 et j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard puisque je continue mon périple sur l'autoroute A7 en direction du sud. Bon courage, merci Benjamin. Au QG de la radio, Cyril centralise les informations pour tout le sud-est. Plus qu'un seul bouchon au lieu des 2, l'un dans chaque sens tout à l'heure. Chaque zone géographique a son propre studio. Là ici, on est en Languedoc-Roussillon. Stéphane Fiot, le rédacteur en chef, supervise l'ensemble. Sébastien, qui s'occupe d'une partie du pourtour méditerranéen, donc en l'occurrence la région Languedoc-Roussillon, l'autoroute A9, l'autoroute A61. Comment ça va en Languedoc-Roussillon? Quelques difficultés, trafic dense vers la Méditerranée, mais ça se passe pas trop mal. Là maintenant, on est à Bayonne, on est sur la côte basque et là on est à Toulouse avec Marielle en ce moment qui gère le trafic sur l'agglomération de Toulouse, sur toute la métropole de Toulouse. Voilà, donc en 4 studios, on a traversé toute la moitié sud du pays. Mais le point névralgique, c'est le PC de la société d'autoroute, là où convergent toutes les infos.
Stéphane est alerté car un camion a pris feu sur l'autoroute A7. J'ai vu qu'ils avaient neutralisé les deux voies, il en reste plus qu'une. Grâce aux caméras de surveillance et aux patrouilleurs sur le terrain, les journalistes sont avertis en temps réel des perturbations. L'incident pourrait paralyser toute la région lyonnaise. Et là, en l'occurrence, il y a une entrée d'autoroute qui a été fermée. On comprend bien pourquoi, parce que si on regarde la vidéo, on voit que les pompiers sont sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Donc on empêche les gens de rentrer sur l'autoroute, pas pour les ennuyer, mais tout simplement parce que s'ils rentrent sur l'autoroute, on voit bien qu'ils vont se jeter sur les pompiers. Stéphane a l'obligation légale de diffuser l'information dans les 4 minutes qui suivent l'alerte. Alors, PL en feu, c'est pour ça qu'ils ferment la bretelle? Ok. Marie, la journaliste en charge de la région Rhône-Alpes, interrompt le programme. C'est un poids lourd qui connaît un départ de feu. Restez extrêmement attentifs, vous allez passer sur les deux voies les plus à gauche, voie de droite neutralisée. Vous ne pouvez pas accéder à l'autoroute A7 en direction de Lyon et Paris par l'entrée 10 de Condrieu. Donc là, on a interrompu la musique uniquement pour ceux qui étaient sur le Massif central. Il y a un écran tactile ici, il y a des petites zones, toutes petites zones, et du coup, Marie sait sur quelle zone elle doit appuyer pour ne s'adresser qu'à ceux qui sont concernés par ce véhicule en panne, ce qui veut dire que pour tous les autres, la musique a continué. Et pour bien arriver à destination, ils ne sont pas les seuls à être soumis à des délais très précis. À chacun son astuce pour bien arriver. À partir du moment où un incident est signalé, les dépanneurs de l'autoroute doivent eux aussi réagir au quart de tour. Ils ont 30 minutes maximum pour intervenir. Philippe est en charge d'un tronçon de 20 km au nord de Nîmes. Cette voiture blanche vient de percuter un rond-point à l'entrée d'une station-service. Bonjour monsieur, dépanneur. Elle est fatiguée, elle a pris le rond-point. Voilà. Bonjour madame. Ça va. Madame, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben, je sais pas, je suis trop fatiguée. Et les ronds-points dans les stations d'essence, c'est le deuxième que je me prends. Alors je suis arrivée là, j'ai pas su freiner. Et puis blanc, je suis repartie de l'autre côté. Voilà. C'est affreux les ronds-points dans les stations d'essence. Ça ne devrait pas être, on devrait pouvoir rentrer tranquille. C'est des sécurités, madame, pour les pompes à essence. Celle-là, elle partira à la casse. J'en veux plus, cette voiture. Me porte malheur. Ces ronds-points servent à faire ralentir les voitures pour qu'elles ne foncent pas dans les pompes à essence. Le dépannage est facturé 187 €, des frais qui seront pris en charge par l'assurance de cet automobiliste. Sa voiture va être immobilisée dans ce garage le temps qu'un expert soit envoyé par l'assurance. Ce qui n'est pas pour arranger Raymonde, qui est en plein déménagement. La merde. Elle a quitté Cannes pour rejoindre la Dordogne. C'est ce que les déménageurs n'ont pas pris. C'est embêtant quand même de laisser ça là. Eh bien oui, je ne voudrais pas le laisser. Je voudrais pas parce que c'est des choses qu'on peut me voler. Sinon, moi je ne laisse pas la clé. Hein. On ne peut pas prendre la glacière, on ne peut pas tout prendre. Hein. Oh là là, je suis fatiguée. Ça m'a fichu un choc nerveux en plus. Ça fait 2 jours, 2 nuits que je ne dors pas. Et il me fait partir faire 700 km alors que je n'ai pas dormi. Je lui ai dit, mais non, il n'y a rien à faire. T'avais qu'à me le dire, il faut tout lui dire, tout. Prenez ce qu'il y a à prendre, on ferme la clé et je redébranche la batterie. Là, elle va rester en moyenne combien de temps, Philippe? Plus rapidement. L'assurance va la faire enlever. Ils n'auront pas de frais de gardiennage. Au bout d'1 semaine, après, ils peuvent avoir des frais de gardiennage. En plus. 14 € pour chaque journée supplémentaire. Mais c'est de partout, comme ça, madame. C'est de partout. Allez, on s'avance, on va aller à l'accueil. Vous me suivez? Attends, il y aura des frais de gardiennage hein, au bout d'1 semaine. Hein. Sur l'autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à la fatigue. Pourtant, beaucoup de vacanciers roulent toute la nuit pour éviter les embouteillages. Ces jeunes Belges ont décidé de partir le soir pour rejoindre leur camping au Gros du Roi, près de Montpellier. Ah ouais, donc ça, en fait, c'est des chapeaux que j'avais achetés. Parce que comme on va aller en France, on ne sera pas en terrain conquis. Maxime, le leader de la bande, a tout prévu. On a pris pas mal de stuff pour bien montrer qu'on est belge et se faire remarquer. Ah, t'as les ballons, montre un peu ce qu'ils valent. Pourquoi vous avez ramené tant de ballons? Alors en fait, on n'a pas choisi de les ramener. Mais en gros, attends, viens, je vais te montrer pourquoi. En fait, en gros, on a acheté quelques casiers de bière.
Mais juste quelques-uns, quoi, pour être sûr. Parce que bon, en France, la bière, c'est pas trop ça. Et en fait, à l'achat de 2 casiers, on avait un ballon. Et du coup, bah, on se retrouve avec 12 ballons. 9 garçons et 4 filles, répartis en 3 voitures. C'est parti pour 12 heures de route non-stop. Un périple de 1000 km. Maxime est plombier chauffagiste. Depuis 7 ans, il passe ses vacances dans le même camping, son petit coin de paradis. On travaille toute l'année pour avoir des vacances, pour s'offrir des vacances, donc pour moi c'est super important. Décompression totale, et soleil, et fête, et voilà, on pense plus à rien, on se tracasse de rien, on s'en fout, on déconne. Ce qui se passe là-bas reste là-bas, et on verra bien après. Mais avant d'avoir les pieds dans l'eau, Maxime va conduire pendant plus de 6 heures. Puis un ami prendra le relais. Pour ne pas tomber de fatigue, il compte sur cette boisson énergisante. Et là, au bout de 4 heures, vous vous sentez comment? Bon là, franchement, ça va. En vrai, ça va. J'ai pris ça, je vais bientôt manger un petit truc, etc. pour grignoter un peu. Mais franchement, honnêtement, là, ça va. Je me sens encore frais. Maintenant, peut-être que dans un quart d'heure, je vais avoir un coup de pompe. À 3 heures du matin, la fatigue commence à se faire sentir. Maxime et son groupe s'arrêtent pour se ravitailler. Oh. Flo fait pas le plat. Hein. Du carburant pour la voiture et du carburant pour le conducteur. Dans la continuité du premier, ça me suis dit que ça a bien marché, on va reprendre un deuxième. Moi, c'est le dernier, après ça, c'est fini. Après ça, je rends l'âme. On est ici, hein, les gars, je sais pas où vous allez, mais... Au même moment, à 100 km au sud de Lyon, la station de Saint-Rambert d'Albon se prépare à une journée chargée. Patrice, magasinier, reçoit la première livraison de la journée, 3 fois plus importante que d'habitude. 6 palettes de marchandises. Aujourd'hui, plus de 45 000 vacanciers sont attendus et ils auront le ventre vide. Généralement, ça part vite. Ah oui, ça part vite, oui. On fait le mural frais, on le remplit au moins 2 fois par jour. Les sandwichs, on arrive à y faire 3 fois à 4 fois par jour, et parce qu'il y a énormément de monde. Direction de Toulon, c'est après Carnot, la sortie 6. Durant les vacances d'été, cette station fait 30% de son chiffre d'affaires annuel et double son personnel. Le rush, Patrice y est habitué. 30 ans qu'il travaille ici, au milieu des vacanciers. Ils s'arrêtent vite fait, hein. Ils font une pause rapide. Hein. Les gens, dès qu'ils ont passé Lyon, ils sont déjà dans le sud. Il faut qu'ils mangent vite et qu'ils soient en vacances au bord de la mer. Hein. Merci. J'ai pas le temps d'y mettre que... Dans 1 heure, 1 heure et demie, il n'y en a plus. J'ai des croissants, des pains suisses et des pains au raisin, si vous voulez. Des coups suisses, vous avez? Des coups suisses? Des coups suisses, qu'est-ce que vous me dites, vous? Non, c'est un truc belge, c'est un truc belge. La Belge, encore la Belge. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde, c'est les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde. Allez, filez. Filez, je vous ai assez vu. En moyenne, les vacanciers dépensent 7 € dans la boutique. Mais beaucoup plus à la pompe à essence. En cette journée classée rouge, la station a fait des réserves. Près de 540 000 litres de carburant. Elle a aussi mobilisé un vigile pour assurer la sécurité du site. Et ça commence mal pour Jérôme, avec une barrière automatique en panne. Vous allez faire ça toute la journée? Non, ça va s'en remettre en route. J'espère. C'est quand il y a du monde que ça tombe en panne. Il faut absolument qu'elle redescende, la barrière? Oui. Pourquoi? Si autrement les clients ils partent sans payer. Autrement je me mets devant, c'est pas grave. Une fois la barrière réparée, Jérôme est interpellé par le caissier. Une famille de touristes allemands refuse de payer. Ils ne sont pas d'accord avec le prix qu'on leur réclame. Mais le problème, c'est que personne ne se comprend. 9. Ok. On leur réclame 71 €, mais selon eux, ils n'ont que 40 € à régler. Combien t'en as pour... Ah, litre. 40. Apparemment, les touristes auraient confondu le nombre de litres et le prix en euros. Pour lui prouver qu'il se trompe,
Jérôme emmène le conducteur à la pompe. Peter. Ok. Ok. Voilà. Jérôme pense l'avoir convaincu, mais le père de famille insiste. Il ne veut donner que 40 €. Non, litre. Et ils veulent pas payer, donc on va attendre. Là, du coup, ça crée un bouchon, Oui, ça crée un bouchon. Donc, mais tant qu'ils n'ont pas payé, partiront pas. L'unique caisse de la station est complètement bloquée depuis 20 minutes. Fabrice Blangerot, le directeur, est obligé d'intervenir. Un touriste qui assiste à la scène va jouer les interprètes. Mais le problème s'avère encore plus compliqué. Mais il croit que c'est 44 €. Mais le monsieur me dit qu'il a mis 90 €. Non, il a mis 71 €. Non, il me dit qu'il vous a donné 90 €. Non. Non, il a pas donné 90 €. Non, le deuxième. Non. 50. Il me dit qu'il a donné 50. 50. Non. Pour vérifier la somme qui a été donnée à la caisse, Fabrice part consulter dans son bureau l'une des 40 caméras de vidéosurveillance. En quelques secondes, il retrouve la scène. La voiture des touristes allemands arrive à la caisse. Le chauffeur glisse de l'argent, puis le caissier contrôle la somme. Il s'agit bien d'un billet de 50 €. Que 50 €. Ouais. Qu'un billet de 50. Vous lui donnez qu'un billet de 50. J'ai la caméra. Plus d'échappatoire pour les touristes. Ils finissent par payer. Ce problème est à peine résolu qu'un autre survient. Cette fois-ci, de l'autre côté de la station, au beau milieu des tables de pique-nique. L'homme en t-shirt importune des clientes. Il s'amuse à les prendre en photo. Visiblement, il est très éméché. Attention. Portable. Sacoche. Originaire des pays de l'Est, ce chauffeur routier a pris sa pause obligatoire sur l'aire de Saint-Rambert. Normalement, il ne devrait pas prendre la route pas avant dimanche 22 h. Mais si vraiment il est casse-pied, j'appelle la gendarmerie puis ils vont s'en occuper. Mais je veille au grain. Je fais attention à lui. Pour l'éloigner des vacanciers, Jérôme va tenter de le convaincre d'aller faire une petite sieste dans son camion. Where is the truck? Allez, viens. On va au camion? Si. Allez, viens. Ouais, camion. Comme. Vera? Il est au capot, hein? Non. Ouais, si, capot. Au vu de son état, le routier a bien du mal à reconnaître son camion parmi les 200 poids lourds stationnés. Un cauchemar pour Jérôme. Ouais, tu vois. Celui-là? Allez, dedans. Allez. Non, mais... Ok? Qu'est-ce qu'il me raconte? Le chauffeur est complètement perdu. Le vigile n'a plus le choix. Il va prévenir les gendarmes. L'homme ne tient même plus debout. Sit down, ok? Oui. Quelques minutes plus tard, ils embarquent le chauffeur. Les jours de grand départ, les pelotons de gendarmerie d'autoroute peuvent intervenir jusqu'à 70 fois par jour, 3 fois plus qu'en temps normal. À Narbonne, une patrouille est appelée en urgence. Un poids lourd vient de percuter une voiture. Pour arriver le plus rapidement sur place, les gendarmes vont pousser jusqu'à 230 km/h. Cette petite voiture a été percutée, puis poussée sur une dizaine de mètres par un camion. La conductrice est indemne, mais elle est en état de choc. Je suis stressé, je me suis... Il a dû me pousser et faire pivoter ma bagnole et après on s'est arrêté comme ça, lui et moi quoi quand même. Vous êtes retrouvés à l'avant du camion? Regardez la gueule de mon côté là, ça a servi de frein. Il n'y a plus de gomme, il n'y a plus rien, je suis sur la jante. Le routier espagnol, ici au premier plan, vient expliquer aux gendarmes que ses freins se seraient bloqués et qu'il n'a rien pu faire. Allez-y.
Mais ces derniers vont se rendre compte que le chauffeur a dépassé de 8 heures son temps de conduite autorisé. Il peut repartir, mais doit payer 270 € d'amende. En ces jours de trafic chargé, les excès de vitesse sont rares. Les gendarmes se concentrent plutôt sur d'autres types de délits. La patrouille vient de repérer une voiture transportant 2 jet-skis et circulant sur la voie de gauche. Le gendarme suspecte ce véhicule de dépasser avec sa remorque les 7 mètres autorisés sur cette voie. Il veut mesurer. Les pesants, c'est pas toi qui les as. C'est Fred. Ouais. Et Fred, il est où? Il est là aussi. 9 ah bah c'est ce que j'avais mesuré à pied. Donc vous êtes à 9 mètres de longueur. Donc plus de 7 mètres, c'est interdit, 3e voie. Vous ne savez pas? Non, pas du tout. Okay. En fait, on m'a jamais arrêté pour me le dire. Non, c'est vrai. En plus, que ce soit ici, même dans le coin chez nous à Marseille, je ne le savais pas. D'accord. Là, ce qu'on va faire, c'est les collègues qui ont les... Bon, on va peser la voiture parce que l'arrière semble bien chargé. Ouais, donc ce qu'on fera, on va vous amener là-haut, on va peser, voir si vous êtes en surcharge ou pas. D'accord? Après la longueur, le poids. Pour le jeune homme, les ennuis ne font que commencer. Rien que la voiture, il a combien déjà là? La voiture est en surcharge, la remorque aussi. Pour tracter plus de 900 kg, le permis voiture ne suffit pas. 900 la remorque. Et 900 la remorque. Donc il faut que vous appeliez quelqu'un, le véhicule est immobilisé ici. Monsieur? Le jeune homme va tenter de négocier, mais en vain. Il n'y a pas un moyen de faire une fleur à Chemarron, là, je suis seul, je combien de corps? Non, là, il faut appeler quelqu'un qui ait le permis requis pour récupérer la voiture et vous. C'est comme ça. Parfois, l'été commence mal. C'est lui qui a les papiers? C'est toi qui as les papiers, là? D'autres sont plus chanceux. Ah, fais pas trop le malin, toi. Tout a roulé pour les Belges. 10 h du matin, ils prennent enfin possession de leur bungalow. Une fois les bières au frais, les vacances peuvent enfin commencer. Vas-y, commence ça. 2 semaines de pur plaisir. On va bien profiter. Honnêtement, on va bien s'amuser. Au retour, ils feront à nouveau le trajet de nuit. Après, disent-ils, avoir fait la fête une dernière fois. Vendredi 21 août, en début d'après-midi. Sur la route nationale 79, les pompiers de Saône-et-Loire tentent de désincarcérer 2 personnes d'une voiture accidentée. J'ai ma perche. La cheville gauche, apparemment, serait coincée dans une pièce de métal. Je pense que vous demandez votre dossier en arrière, madame. Vous me dites si ça vous fait mal, j'arrête. D'accord? Apparemment, Attends. C'est bon. Ton coupe ceinture. Ceinture. Leurs enfants, légèrement blessés, ont déjà été transportés à l'hôpital. À gauche, cette voiture grise les aurait percutés de front. Le chauffeur, entre la vie et la mort, est le premier à avoir été évacué. Pour sortir les 2 adultes gravement blessés, les pompiers ont découpé le toit et les portes. On colle le monsieur à la planche. Colle-le en premier. On colle le monsieur à la planche. Et après, on descend la planche. Allez, la tête, c'est Christophe qui va décider là-haut. Pour protéger la colonne vertébrale, la tête du blessé doit être maintenue dans l'axe du corps. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ici. Vas-y, baisse la planche, baisse la planche. Bascule la planche. Vas-y, tous les genoux sont dégagés, tu peux, c'est le moment. Vous êtes avec moi là? Baisse, Xavier. Baisse. C'est bon. C'est bon? C'est bon les pieds. Attends. Gauche. Basculez. Bascule pas tout de suite, tire un peu. Tire en arrière. Bascule, c'est bon. Allez, direction brancard. C'est bon à 4 les gars? C'est bon. Reste maintenant la passagère, dont les jambes sont encastrées dans l'avant de la voiture. On va se positionner au centre de la voiture et on va pousser le tableau de bord pour dégager vos jambes. D'accord? On va commencer à dégager. Ça va pousser un petit peu, vous allez sentir les jambes se dégager un petit peu, d'accord? C'est normal. Si ça fait mal, vous me serrez la main. Avec les fermés. Bougez pas. Madame, vous avez un morceau de plastique qui est dans votre cheville là. J'ai essayé de l'enlever, d'accord?
Vous me dites si je vous fais mal. Là, j'ai dû vous délivrer, là, non? Ça va mieux? Vous sentez mieux ou pas, là, madame? Ça va? C'est parti. On fait la même manœuvre que tout à l'heure, Paul-Marie. 2 heures après le choc, les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère. Cet accident, qui a fait 3 blessés graves, vient encore alourdir les mauvais chiffres de la sécurité routière cet été dans le département. En Saône-et-Loire, 85% d'accidents en plus en juillet par rapport à l'an dernier. Plus 7% au niveau national. Le département est traversé du nord au sud par l'autoroute A6, l'une des voies les plus empruntées d'Europe pendant la saison estivale. Il est également parcouru d'est en ouest par des routes nationales qu'on appelle RCEA, pour Route Centre-Europe-Atlantique. Les véhicules s'y croisent parfois sans aucune visibilité. L'axe est particulièrement meurtrier. C'est justement là qu'a eu lieu l'accident qui a fait 3 blessés graves. Toutes les victimes sont maintenant évacuées. Les gendarmes commencent leur enquête. T'as pas de papier par Il n'y a rien du tout, il a rien là-bas, il a fait juste son téléphone. Il faut d'abord déterminer si l'homme qui conduisait cette voiture en est bien le propriétaire. Attends, je vois qu'il y a des papiers là-bas niveau conducteur. De l'autre côté, là, t'as une carte. Tu trouves ou pas? Il n'y a rien, il y a une flotte, il y a un stylo. Il n'y a que dalle. Les gendarmes vont trouver une étiquette de bagage avec un numéro de téléphone. Ils vont le comparer avec le macaron de l'assurance. Non, j'ai pas essayé d'appeler 190. Vérification faite. Le nom du propriétaire du véhicule correspond bien à celui inscrit sur cette étiquette. Je vais aller leur donner ça, hein, pour moi. Non, mais c'est ça, c'est bon, c'est sûr. Et après, par rapport au téléphone, c'était bien lui. Et le téléphone, on le garde? Comme il s'agit d'un accident corporel grave, l'enquête judiciaire doit maintenant déterminer précisément les circonstances du drame. Qu'est-ce que vous faites? On prend des éléments sur le véhicule qui pourront être intéressants pour l'enquête après. C'est-à-dire l'état des pneus, avant, arrière. Regardez le kilométrage s'il apparaît encore sur le compteur. Vérification des papiers s'ils sont encore à l'intérieur. Et des petits points de détail particuliers sur le véhicule qui pourraient éventuellement être intéressants pour l'enquête à suivre derrière. Voilà. Il mesure également la largeur de la chaussée. Donc on est à 3,80 pour une voie. La position exacte des véhicules et les différents points d'impact. Il me manque donc la longueur de la chaussée, ça c'est tout bon. Il doit manquer un point de choc avec le véhicule B, je pense. Ouais, point de choc avec le véhicule B. Ces mesures permettront de réaliser par la suite un plan de l'accident qu'ils pourront comparer avec les témoignages recueillis sur place. Voilà. Comme celui de ce couple de vacanciers, des miraculés. Ils roulaient juste derrière la voiture qui s'est fait percuter. Il y a une voiture qui déboîte en face de nous, pour quelle raison, on ne sait pas. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut au mieux. Donc on a essayé d'éviter, mais on n'a pas réussi complètement. Choqués mais indemnes, ils peuvent rassurer leurs proches. Bon, vous inquiétez pas, on n'a rien. Hein. Nous, voilà, on est un peu secoués, mais ça va. Donc, ouais, le dépanneur est là, ils vont emmener réparer la voiture, et puis on va rentrer chez nous. Et puis on verra ce qu'on fait après. Hein. À la gendarmerie de Mâcon, comme après chaque accident, le capitaine Peignet, le chef de l'escadron de sécurité routière, vient compléter une carte déjà bien chargée. C'est une carte qui représente tous les accidents du département. Donc les punaises rouges signifient qu'il s'agit d'un accident corporel et les punaises noires, un accident mortel. Et pour les 2 roues, on met un petit morceau de papier blanc pour matérialiser les accidents mortels de 2 roues. Et cette année, les punaises sont très nombreuses. En 2015, l'accidentologie est en hausse par rapport à l'année précédente et voire il y a 2 ans. Nous sommes malheureusement déjà à 27 tués sur nos routes. 27 tués de janvier à août. Il y en avait eu 30 pour toute l'année 2014.
La majorité de ces accidents a lieu sur le réseau secondaire, moins sécurisé et moins surveillé que l'autoroute. Sur A6 Sud, le conseil suivre à 46. Au centre autoroutier de Genêt, 15 contrôleurs se relaient jour et nuit pour scruter les 570 caméras qui filment en permanence l'autoroute de la région Rhône-Alpes jusqu'au nord de la Bourgogne. Ça va, je vous signale, il y a un accident en Lyon-Paris au 446, donc ça bouchonne pas mal. Rien de grave. Cette fois-ci, le ralentissement se résorbe très vite. Mais il y a de plus en plus de monde sur la route et les automobilistes, visiblement, ne sont pas très prudents. Nous sommes à 3600 véhiculeurs avec une vitesse moyenne à 125 km/h, ce qui n'est pas négligeable. Et habituellement, on est plus sur des vitesses moyennes à 117 km/h. C'est une autoroute à 3 voies, il ne pleut pas. On voit à la caméra, il ne pleut pas. Bon. Pour l'instant, le gros du travail pour les contrôleurs est de traiter les appels émis depuis les bornes oranges le long de l'autoroute. Appel d'urgence. Sécurité des autoroutes, bonjour. La plupart du temps, des automobilistes en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais, vous allumez les feux de détresse sur le véhicule, vous vous mettez derrière les barrières et je vous envoie un dépanneur dans 30 minutes à peu près. Les problèmes sérieux vont commencer avec l'apparition de la pluie. Bon, avec ce qui tombe, bonjour. Hein. C'est impressionnant, c'est dangereux. Comme c'est la première pluie chez nous depuis un certain temps, les routes peuvent être particulièrement glissantes. C'est ce qu'on appelle le fameux verglas d'été, c'est-à-dire qu'avec les dépôts de carburant, de poussière, il n'a pas plu depuis longtemps et là, ça peut être glissant. Nos clients peuvent se faire surprendre, effectivement. Ce verglas d'été est peut-être la cause du carambolage pour lequel les pompiers viennent d'être appelés. Gendarmerie sur les lieux. Un accident entre 3 voitures s'est produit sur l'autoroute A6. Les pompiers vont d'abord sécuriser la zone pour éviter d'autres accidents. Tu restes là. Ok les gars, on balise à l'aide des cônes de Lubeck. On remplace le triangle de signalisation, le petit là par le nôtre. D'accord ? Vous n'êtes pas blessé, vous ? Non, pas du tout. D'accord. Le périmètre de sécurité est établi. Les pompiers vont maintenant débrancher les batteries de chaque voiture accidentée pour éviter un incendie. C'est bien. Dans le même temps, le reste de l'équipe a pris en charge les victimes. Les gendarmes, eux, commencent leur enquête. Allez-y, soufflez, je vais vous aider. L'alcool n'est visiblement pas en cause. Il y a eu un ralentissement. Le conducteur du premier véhicule a ralenti, a surpris le conducteur du deuxième véhicule qui a tenté une manœuvre d'évitement puisque le choc est minime. Le troisième conducteur, lui, a été surpris et rentré en collision dans le véhicule du milieu. Lorsqu'il pleut, la distance de freinage est en moyenne multipliée par 2. Laetitia, 33 ans, revenait de ses vacances. La voiture qui la suivait lui est rentrée dedans. Vous avez toujours un petit peu mal au dos ? Contracturé, oui. Ouais. Je sais pas si c'est le stress ou si c'est ça. Donc, bon, bah, vous restez bien logé, vous ne bougez pas. Dans ce type d'accident, dès qu'une personne se plaint de douleur, même minime, elle est emmenée à l'hôpital. On va transporter la personne pour passer des examens complémentaires aux urgences de l'hôpital de Mâcon. Sur les 3 voitures impliquées, 2 blessés légers seront transportés aux urgences. Il faut maintenant vite dégager l'autoroute pour rétablir la circulation. Pour éviter de provoquer d'autres accidents, les pompiers étalent un absorbant sur les taches d'huile laissées sur le goudron. En tout, l'intervention aura duré 50 minutes. Cette nuit-là, au croisement de l'A6 et de l'A40, les gendarmes mènent des contrôles d'alcoolémie et de consommation de drogue. Vous avez juste à souffler 5 secondes dans l'appareil. A priori, une opération de routine. Mais elle va mettre en évidence le retour des comportements à risque. C'est l'une des causes de l'augmentation du nombre d'accidents. Encore, c'est tout bon. Donc vous êtes bien positif, monsieur, d'accord? Donc vous allez venir avec moi, on va vous accompagner. En bas, j'ai mon véhicule avec l'éthylomètre embarqué, on va vérifier ce qu'il en est, d'accord? Pour connaître le taux exact d'alcool dans le sang, le conducteur va devoir souffler dans un autre appareil. Allez-y, donc comme vous voyez, vous allez voir des petites étoiles. Tant que je vous dis pas d'arrêter, vous soufflez.
Encore, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vous invite à constater votre taux, monsieur. Voilà, vous êtes à 1,21 mg, sachant que la limite est à 0,25 avec cet appareil-là. Ça veut dire que vous êtes pratiquement à 2,40 g d'alcool dans le sang. Hein? Avec un tel taux, ce conducteur multiplie par 35 le risque d'avoir un accident. Vous aviez conscience d'avoir autant d'alcool dans le sang? Ah bah ouais, complètement. Je sors d'un mariage. Son permis est immédiatement saisi. Même après 22 ans de gendarmerie, Grégory Vuillaume ne comprend toujours pas ce type de comportement. C'est ça qui est vraiment surprenant. Hein. Vraiment surprenant qu'on arrive encore à avoir des taux d'alcoolémie aussi importants sur des gens qui s'engagent sur une autoroute, quoi. Ça nous surprend vraiment à chaque fois, quoi. Le conducteur ivre a appelé des amis pour le raccompagner chez lui. Il sera convoqué au tribunal. Il risque un retrait de permis, 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Sur le week-end, les gendarmes de Saône-et-Loire vont confisquer 6 permis d'automobilistes en état d'ivresse et 2 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, comme le conducteur de cette voiture. Prenez une bonne inspiration, vous soufflez tranquillement, je vous dis de vous arrêter. Ouais. Le dépistage d'alcoolémie est négatif. Parfait, merci. Mais les gendarmes remarquent le regard un peu absent du jeune homme. Des produits stupéfiants? Ah bah oui. Oui. La dernière fois, c'était quand? Hier. Hier? Vers quelle heure à peu près? 9h. Ils vont donc le soumettre à un test salivaire. Je vais vous demander de tirer votre langue. Ah, plus grande. Reste encore comme ça. Je vais prendre l'intérieur des joues. Encore. C'est tout bon. Ça donne quoi ici en haut? Ouais, ça part en haut calme ici. Ouais, ok. Donc on va se diriger sur l'hôpital. Le jeune homme ne prend pas tout de suite conscience de la gravité des faits. On va aller à l'hôpital, vérifier. Faire une prise de sang. À l'hôpital de Mâcon. Allez, venez. Plus que sa partie de pêche, le jeune homme risque de perdre gros. Les sanctions sont les mêmes que pour la conduite en état d'ivresse. Les peines varient en fonction du taux de substance dans le corps. Le test réalisé au bord de l'autoroute indique simplement si la personne a consommé récemment du cannabis. Seuls des examens sanguins peuvent révéler le taux exact. Tu peux appuyer? Tu peux récupérer les tubes, docteur, c'est bon? Ouais. Les tubes de sang sont scellés et envoyés au laboratoire. Les résultats seront connus dans quelques jours. De toute façon, je vous dis, hein, si vous avez fumé il y a quelques heures en fait en arrière, vous êtes encore sous l'influence du cannabis, c'est certain. Même si vous n'avez pas l'impression de l'être, quoi. Bah, l'effet, il est quand on... Non, justement, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que l'effet, non, dure dans le temps, même si vous n'avez pas l'impression que ça dure... Qu'est-ce que ça fait alors? Ça diminue... L'alcool, bon, le champ de vision est limité, enfin... Pareil, c'est souvent similaire à ça aussi. Et vous, si vous consommez régulièrement, ben, peut-être que vous n'avez plus l'impression que ça fait encore beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des réflexes qui sont diminués, un champ de vision qui est peut-être aussi diminué, même si vous n'avez pas l'impression que ça vous fait plus rien, enfin, que maintenant ça vous fait plus rien, quoi. En Saône-et-Loire, sur les 5 accidents mortels qui se sont produits au mois de juillet, 4 impliquaient des conducteurs sous l'empire de stupéfiants. L'enquête sur le carambolage qui a provoqué 3 blessés graves progresse. L'adjudant Noël Guinaud a rendez-vous avec la procureure de la République. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Karine Malara a besoin de savoir exactement ce qu'il s'est passé pour engager ou pas la responsabilité pénale du conducteur qui serait à l'origine du drame. Voici le croquis. Donc là, on a schématisé l'axe de circulation, la route nationale 79. Donc le véhicule A se déporte au niveau de l'axe médian, percute le véhicule B qui arrive en face et se retrouve ici, à notre arrivée sur les lieux. Le véhicule B, suite au choc, est éjecté de ce côté. On a une notion de vitesse? Non. Une vitesse normale? Les véhicules roulent à vitesse constante. Pourquoi la voiture se serait-elle déportée? Le gendarme et la procureure vont explorer plusieurs hypothèses. La piste du téléphone au volant est vite écartée. L'appareil a été retrouvé dans un sac de sport, à l'arrière du véhicule. Le fait que la personne n'a pas utilisé son téléphone au moment de l'accident.
à ce moment-là, j'ai renvoyé également des réquisitions pour que... En revanche, la fatigue, responsable d'un quart des morts sur la route, pourrait être une explication, en particulier sur cette fameuse RCEA. L'axe qu'il a emprunté, la RCEA, donc il y a beaucoup de portions qui sont limitées à 90 km/h. Oui. On est de toute façon sur une longue ligne droite, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, donc une ligne droite qui favorise éventuellement l'endormissement. Sur l'état de santé antérieur de cette personne, puisqu'on s'était posé la question d'un éventuel malaise, on n'a pas d'indication médicale pour le moment. Son épouse m'a dit que son mari avait été victime d'un infarctus du myocarde en 1992 et qu'il était actuellement soigné pour des problèmes cardiaques. Si l'hypothèse du malaise est validée, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée. En revanche, s'il a bien commis une faute de conduite, il sera mis en examen. Et dans ce genre d'accident, si l'un des blessés décède, l'auteur risque la prison. Lorsqu'il y a un homicide involontaire, c'est-à-dire que malheureusement des personnes sont décédées dans l'accident, les peines encourues peuvent aller au plus haut jusqu'à 10 années d'emprisonnement en fonction des circonstances. Et ces circonstances, ça dépend de la faute commise. Donc, par exemple, si la personne était en état alcoolique, le conducteur responsable, j'entends, s'il a commis une faute délibérée, à ce moment-là, les peines sont aggravées. Merci pour le déplacement. Je m'accompagne. Ces enquêtes peuvent prendre plusieurs mois. Voilà. Bonne journée. Les victimes, elles, sont marquées à vie. Cinq mois après son accident, Nadine ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. C'est le trou noir. Elle n'a gardé aucun souvenir du choc et l'enquête n'est pas terminée. Elle a accepté de nous accompagner sur les lieux. Donc voilà, ça s'est passé par là-bas. Moi, j'arrivais donc de Tournu, de cette route. La 6, voilà, je rentrais chez moi, direction de Mâcon. L'accident est survenu là dans le virage. Le monsieur qui est décédé malheureusement, arrivait de Mâcon dans ce sens-là. Le 13 mars dernier, Nadine, employée de la Poste, rentrait d'un dîner entre collègues. Un peu avant 23 h, sur cette départementale, une voiture qui venait en sens inverse se serait déportée avant de la percuter. Une collision frontale d'une grande violence. 20 pompiers de Mâcon sont mobilisés. L'homme qui conduisait cette voiture décède quelques minutes après le choc. Nadine, elle, dans la voiture grise, est dans un état critique. Il y a urgence. Elle est compressée par le tableau de bord. Pour la sortir de là, il faut découper le véhicule. Elle sera transportée à l'hôpital de Dijon, où elle restera plus de 3 semaines. Elle souffre notamment d'une triple fracture de l'avant-bras et d'une fracture de la cheville. Elle n'a jamais voulu voir aucune photo de l'accident. Non, j'ai pas envie. Je me dis que ma mémoire a fait obstruction de l'accident, donc pourquoi reprovoquer les choses? Pourtant, Nadine aimerait savoir qui est responsable. A priori, sa voiture n'a pas dévié de sa trajectoire, mais sans conclusion judiciaire, ses doutes demeurent. J'aimerais connaître les circonstances de l'accident, malgré tout. Savoir si j'ai une part de responsabilité ou pas. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas encore déterminé. Aujourd'hui, Nadine se bat encore pour retrouver le plein usage de son bras, de sa main gauche et de sa jambe. Alors, vous commencez par la marche déjà? Chaque semaine, elle doit faire 4 séances de kiné et 2 séances de balnéothérapie. On marche avant, allez. On se refait une marche avant avec le bon bras. Voilà. Mais là, j'ai du mal à synchroniser mes pas et surtout, j'ai du mal, le pied qui a été accidenté, à le faire travailler plus que l'autre. On tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe. Peu à peu, grâce aux exercices, ses douleurs s'apaisent. Mais Nadine gardera des fragilités. On y va, allez.
Ça fait aussi partie du soin, je crois, c'est de faire comprendre qu'il y a forcément quelques séquelles à accepter. Il faut savoir faire aussi le deuil d'une partie de tout ce qu'on pouvait faire avant. Il y a un avant et un après. Et je pense que de pouvoir le vivre de façon sereine, c'est aussi une démarche qu'on doit faire, que l'équipe de soignants autour doit accompagner et faire accepter. Dans 10 jours, elle doit subir une nouvelle opération, une greffe osseuse de l'avant-bras. En France, sur les 7 premiers mois de l'année, plus de 40 000 personnes ont été blessées dans des accidents de la route. Non, vous reculez à nouveau, le bras du même côté.